France Inter. Citoyens et citoyennes, camarades, compagnons, travailleuses, travailleurs, françaises, français. Et tous les autres, suivez-moi en quête de politique pour compléter notre collection de ismes, mieux comprendre les idées et les mots de la politique, leur histoire, leur signification et leurs évolutions. En quête de politique. Thomas Legrand sur France Inter. Enquête de politique spéciale cette semaine et la semaine prochaine aussi, spéciale élection législative puisque dans 15 jours, et oui, c'est rapide, on vote pour le premier tour des législatives consécutives à la dissolution. Alors je ne vous refais pas le film, on ne parle que de ça depuis dimanche. Alors cette semaine, pas de isme ou bien si le dissolutionnisme. Nous allons revenir sur les 6 dissolutions depuis 1958, c'est-à-dire depuis la naissance de la Ve République. 6 dissolutions pour des raisons différentes et avec des effets divers. 4 fois sur 5, la 6e étant celle de dimanche dernier, un résultat conforme à ce que souhaitait le président. Pour nous raconter l'histoire de ces dissolutions, nous en expliquer les logiques et les raisons, nous avons la chance d'avoir à nos côtés Anne Levade, constitutionnaliste, professeure de droit public à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et par ailleurs membre du collège de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Bonjour Anne Levade. Bonjour. Le général de Gaulle, président de la République, a décidé de prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. J'ai reçu de Monsieur le Président de la République la lettre suivante. J'ai l'honneur de vous informer qu'en vertu de l'article 12 de la Constitution, j'ai prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale. Veuillez croire, Monsieur le Président, etc. Signé Charles de Gaulle. 10 octobre 1962, 30 mai 1968, 22 mai 1980. Pour la 3e fois, l'Assemblée nationale a été dissoute. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Je constate que l'ouverture que j'appelle de mes vœux n'a pu se réaliser jusqu'ici aussi largement que je l'avais souhaité. Conformément à l'article 12 de la Constitution, j'ai signé le décret prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Voilà, quelques annonces de ces 6 dissolutions. Anne Levade, nous allons remonter le temps, mais avant ça, j'aimerais bien que vous nous expliquiez en quoi consiste et pourquoi existe cette attribution réservée au président de la République. Il peut dissoudre, renvoyer chez eux tous les députés en une signature. Alors le droit de dissolution, c'est un des critères, une des caractéristiques d'un type de régime politique. Et ce régime politique, c'est le régime parlementaire, c'est-à-dire un régime dans lequel la Constitution organise des rapports, alors en l'occurrence un rapport un peu brutal, mais entre le pouvoir exécutif d'une part, donc président de la République et Premier ministre, et d'autre part le Parlement, Assemblée nationale et Sénat dans le cas de la France. Et la logique en réalité du droit de dissolution, c'est qu'il est la contrepartie de ce que l'on appelle la responsabilité politique du gouvernement. Pour dire les choses très simplement, d'un côté, l'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement, et donc, de manière symétrique, il est prévu par la Constitution que le pouvoir exécutif puisse dissoudre l'Assemblée nationale. Alors vous dites de manière symétrique, et en réalité, c'est pas très symétrique. Le droit constitutionnel est plein de pièges sémantiques, parce que on dit souvent que c'est un régime présidentiel. C'est un raccourci, parce que le président a beaucoup de pouvoir en France. En réalité, on dit, les constitutionnalistes, le célèbre Maurice Duverger avait qualifié cette constitution de semi-présidentielle, parce que un régime présidentiel, c'est quand l'exécutif et le législatif sont hermétiquement séparés. Et là, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a un déséquilibre. Le président peut dissoudre, alors que l'Assemblée ne peut pas renverser le président. Vous avez dit que l'Assemblée pouvait renverser le Premier ministre. Il y a une dissymétrie, il y a une inégalité.
Absolument. Si on veut, mais très rapidement, refaire un peu la théorie des régimes politiques, je laisse de côté le pouvoir judiciaire qui, momentanément, ici, ne nous intéresse pas. Voilà. Les deux pouvoirs, exécutif et législatif, sont, dans chaque État, organisés de la manière dont l'État en question a décidé de l'organiser. On a des monarchies, on a des républiques, voilà. Mais ce qui est vrai, c'est que on distingue d'un côté ce qu'on appelle les régimes présidentiels, dans lesquels il y a ce qu'on appelle une séparation stricte entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Les États-Unis, modèle américain, c'est-à-dire que le président des États-Unis ne peut pas dissoudre l'une ou l'autre des chambres et que, par ailleurs, il n'y a pas de gouvernement aux États-Unis en tant que tel. Il y a le président et son équipe, donc il n'est pas possible à l'une des chambres de renverser le pouvoir exécutif. Et puis de l'autre côté, il y a le modèle qui est le plus répandu en Europe. On dit que c'est un modèle qui est né en Angleterre. C'est le modèle du régime parlementaire, c'est-à-dire un régime dans lequel, au contraire, on a organisé des relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. C'est-à-dire que l'exécutif procède du législatif. Alors, la plupart du temps. L'exécutif procède du législatif d'une manière ou d'une autre, puisqu'on peut avoir des modalités variées d'un système à l'autre. Eh bien, c'est le gouvernement qui dépose des projets de loi devant l'Assemblée nationale. Très concrètement, le gouvernement a un banc au sein des assemblées, et puis dans les moments où il y a une crise, en tout cas un désaccord entre les deux pouvoirs, eh bien il y a la possibilité pour le Parlement, je dis de manière générale, mais en France c'est uniquement l'Assemblée nationale, de voter une motion de censure. Un terme qu'on a beaucoup utilisé là aussi ces derniers mois. On va y venir mais donc bientôt, de voter une motion de censure pour renverser le gouvernement, et puis en réplique. Parfois, mais pas uniquement, il est possible au pouvoir exécutif, mais en France, c'est le président de la République, de dissoudre la Chambre. Alors, je viens peut-être au deuxième volet de votre question. Oui, la France a un régime parlementaire, puisqu'on a ces deux mécanismes, motion de censure et dissolution, mais c'est un régime parlementaire particulier, puisque dans ce régime parlementaire, à la fois le texte, mais aussi la pratique, ont conduit à ce que le chef de l'État a une place plus importante que dans d'autres régimes parlementaires, y compris des régimes parlementaires qui sont des républiques. On comprend bien que dans une monarchie, les choses sont un peu différentes. Et donc, de fait, mais la France n'est pas la seule à l'avoir prévu ainsi dans sa Constitution, mais de fait, l'originalité de la Ve République, c'est que le président de la République est celui qui prononce la dissolution. C'est aussi le cas en Allemagne, par exemple, où c'est le président qui prononce la dissolution. Mais la vraie originalité de la Ve, c'est que le président décide absolument seul de la dissolution. On verra qu'il doit juste consulter les présidents de chambre, mais il décide absolument seul. D'ailleurs, comme il a été élu directement par le peuple, ça peut se justifier, en tout cas depuis 1962. Alors on va commencer, Anne Levade, par la première dissolution. C'est en 1962, il faut rappeler le contexte historique. Le général de Gaulle est au pouvoir depuis 4 ans. Il vient de régler la question algérienne. L'Algérie est indépendante et de Gaulle concentre sur sa personne une terrible haine des partisans de l'Algérie française qui se sentent trahis. On est passé avec l'OS très près de la guerre civile et fin août de cette année 62, eh bien le président échappe de peu à la mort. Sa déesse est criblée de balles au Petit Clamart près de Paris. Il n'est pas blessé, mais il a entendu les balles de l'OAS siffler. Grande émotion dans le pays. C'est ce moment que De Gaulle choisit pour réformer la Constitution et il propose à ce moment-là de faire élire, c'était pas le cas avant, de faire élire le président de la République au suffrage universel direct, non pas indirect comme c'était le cas en 58. Alors il le fait en voulant faire un référendum en passant par l'article 11. On va pas rentrer dans les détails, c'est très contesté. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la plupart des parlementaires contestaient cette idée et l'Assemblée nationale décide, parce que la majorité des parlementaires étaient contre cette idée, décide de voter une motion de censure. Écoutez, Paul Reynaud, c'est un personnage très important, c'est un ministre de la Troisième République qui avait refusé l'armistice et la collaboration, et puis après il a été un personnage important aussi de la Quatrième République, et il s'oppose à cette idée assez bonapartiste de son point de vue, de l'élection au suffrage universel du président de la République. Écoutez. Quant à nous, notre volonté de faire front pour la défense de la Constitution, c'est la conjuration de toutes nos traditions populaires et d'une longue tradition parlementaire. C'est la République qui répond non à votre projet, car le scrutin d'aujourd'hui comptera dans l'histoire. Pendant longtemps, on dira d'un homme politique comment a-t-il voté le 4 octobre.
c'est notre honneur de parlementaire qui est en cause. Aussi, Monsieur le Premier ministre, allez dire à l'Élysée que notre admiration pour le passé est intacte, mais que cette Assemblée n'est pas assez dégénérée pour renier la République. L'Assemblée n'est pas assez dégénérée pour renier la République. Anne Levade, il faut que vous nous expliquiez, parce qu'aujourd'hui, l'élection présidentielle, c'est l'élection phare, l'élection préférée des Français. C'était pas du tout évident de l'instaurer à l'époque pour les républicains, les parlementaristes. Expliquez-nous. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison où l'on court, c'est que l'élection du président de la République au suffrage universel direct, on l'avait connue avec la Seconde République en 1848, mais que, si j'ose dire, ça s'était mal fini, puisque, évidemment, le président élu, Louis-Napoléon Bonaparte, fait le choix ensuite de basculer dans le Second Empire. Et donc, on avait associé l'idée de l'élection du président au suffrage universel direct à finalement une dérive autoritaire et en tout cas une trahison du modèle républicain. À cela s'ajoute une raison à très court terme, c'est que en 1958, le général de Gaulle retient cette formule d'un collège élargi pour élire le président de la République, puisque il ne veut pas que ce soit uniquement les parlementaires qui choisissent le président de la République, et donc en fait il retient le même collège que celui qui élit les sénateurs, c'est-à-dire les élus locaux, 80 000 personnes en tout. Mais après l'attentat du Petit Clamart, alors même d'ailleurs que l'idée d'une élection au suffrage universel direct était sans doute dans son esprit depuis un certain temps, il prend prétexte, argument de cet attentat raté pour expliquer qu'il a lui-même une légitimité particulière, ça nul ne lui conteste. L'histoire, voilà. Il a sauvé la France 2 fois. Mais que bien évidemment, s'il venait à disparaître, et immédiatement après l'attentat du Petit Clamart, ça sonne comme une alarme possible, il explique que s'il venait à disparaître, ses successeurs n'auraient pas la même légitimité et que c'est donc pour leur donner une légitimité renforcée qu'il juge impératif de passer par là. Sauf que ça conduit donc à déposséder, fût-ce à la marge, les parlementaires du droit qu'ils continuaient à avoir, même s'ils étaient très minoritaires dans ce collège électoral, d'élire le président de la République. Premier motif d'irritation supplémentaire, en plus du souvenir de la Seconde République. Mais, en plus, le général de Gaulle choisit de recourir à une procédure, l'article 11, qui n'est pas faite pour réviser la Constitution, et qui permet d'organiser un référendum pour adopter directement un projet, donc un texte qu'il présente lui-même, président de la République, au peuple. Et bien évidemment, en présentant directement le projet lui-même, président de la République, au peuple, qui est court-circuité, le Parlement. Donc toutes les conditions sont réunies pour qu'évidemment les parlementaires soient à tous égards vent debout contre cette réforme. Et Gaston Monnerville, le président du Sénat, parle même de forfaiture. Il s'en expliquera quelques années plus tard. La forfaiture, je suis un juriste, ça que je sais ce que c'est que la forfaiture. Je prononce pas les mots en l'air, surtout dans des circonstances aussi graves. Je l'ai prononcé à propos du référendum de 62. Nous avons considéré que le général de Gaulle prenait non pas le pouvoir personnel, si vous voulez, mais faisait ce que j'appelais moi la personnalisation du pouvoir. Alors c'est intéressant ça, Anne Levade, la personnalisation du pouvoir. On fait un petit pas de côté juste quelques secondes, parce que finalement, aujourd'hui, ça résonne pas mal. Emmanuel Macron décide un peu seul. On est à l'acmé de la personnalisation du pouvoir. Finalement, son parti ne décide pas grand-chose. Il y a 4 ou 5 personnes à la tête de l'État. On est finalement dans ce que dénonçait Pierre Mendès France et ici Gaston Monnerville. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette analyse? Est-ce que Gaston Monnerville était un peu visionnaire? Disons que le texte de la Constitution de 1958, compte tenu des pouvoirs qu'il donne au président de la République, permet à ceux qui ont exercé ces mandats successivement d'avoir une interprétation très différente de la fonction. Et donc, alternativement, on a connu des présidents de la République qui avaient une vision très verticale de l'exercice de la fonction. Mais l'élection au suffrage universel rajoute une couche. L'élection au suffrage universel direct renforce cette situation, tout simplement parce que c'est le lien direct entre un homme et le peuple, entre le président et ceux qui l'ont élu. Alors, ça dépend aussi pas mal des circonstances, et notamment des circonstances politiques, et donc aussi de l'état, j'allais dire, des formations politiques. Quelques jours après la séance du 4 octobre, avec le vote de la motion de censure, voilà comment Georges Pompidou, le Premier ministre, réagit à cette séance. Le 5 octobre 1962, à la tribune de l'Assemblée nationale, j'ai senti
physiquement que le mauvais génie d'autrefois était de nouveau présent dans l'hémicycle. J'ai vu la grande majorité de l'Assemblée nationale, depuis les communistes jusqu'aux sympathisants de l'OAS. Je les ai vus animés par la passion de renverser tout ce qui s'oppose au règne exclusif des partis. Je les ai vus revivre avec exaltation l'atmosphère des crises d'autrefois. Voilà, Georges Pompidou, Premier ministre, qui est renversé par cette motion de censure. Et la conséquence logique d'une motion de censure, c'est la dissolution. Actualité. Au micro, Jean-Armand Ladidi. 40 minutes d'entretien ce matin avec M. Georges Pompidou, quelques minutes avec M. Gaston Monnerville, président du Sénat, un peu plus longuement avec M. Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale, ensuite de quoi le général de Gaulle a pris sa décision. Décision qui a été communiquée aux journalistes au début de l'après-midi. La présidence de la République communique. Le général de Gaulle, président de la République, a décidé de prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. D'autre part, le président de la République a reçu la démission du gouvernement qui lui a été présentée par M. Georges Pompidou, Premier ministre. Le général de Gaulle a donné au Premier ministre acte de cette démission et a invité le gouvernement à continuer d'assurer ses fonctions jusqu'au début de la prochaine législature. Communiqué laconique, mais on ne peut plus clair. Donc, dissolution de l'Assemblée nationale, M. Georges Pompidou est maintenu en fonction jusqu'à la réunion de la prochaine Assemblée. Voilà, le résultat du référendum sur l'élection du président au suffrage universel est très favorable. Les élections législatives, on a une grosse séquence politique en 1962, les élections législatives qui suivent cette dissolution sont favorables aussi au gaullisme, et Georges Pompidou est renommé Premier ministre par le général de Gaulle. Gros succès pour le général de Gaulle, cette dissolution. Oui, gros succès pour le général de Gaulle. En tout cas, il remporte. Il y a toujours une part de pari dans une dissolution. J'ajoute que là, on est vraiment en 1962 face à une dissolution à la fois la plus conforme à la logique du régime parlementaire, mais aussi la plus atypique et caractéristique de la Ve République. C'est la seule qui succède. La plus conforme au régime parlementaire, parce qu'effectivement, elle est bien utilisée, la dissolution, après comme la motion de censure, une contrepartie du renversement du gouvernement. Donc là, on est dans l'épure du modèle parlementaire. Mais en revanche, on parle beaucoup avec la 6e dissolution de la question du délai entre l'annonce de la dissolution et le déroulement de l'élection. Mais en 1962, là, on va utiliser le délai le plus non permis par la Constitution, 40 jours. Pourquoi ? Parce que dans l'intervalle, il y a le référendum sur l'élection du président au suffrage universel direct. Et avec ce référendum sur l'élection du président au suffrage universel direct, là, on touche vraiment à ce qui est l'essence de la Ve République. Puisque c'est le général de Gaulle qui demande directement au peuple, en utilisant une procédure qui, aujourd'hui, on peut le dire, n'est clairement pas conforme à la Constitution, de dire que lui-même sera candidat en 65, mais qu'à l'avenir, la figure présidentielle sera encore renforcée, compte tenu du lien direct qu'elle aura avec l'électorat. Donc c'est vraiment une période très, très intéressante, parce qu'à la fois parfaitement conforme au canon du droit constitutionnel traditionnel et très révélatrice de l'originalité de la Ve République. Et de l'originalité de la puissance du gaullisme. France Inter, en quête de politique. Thomas Legrand. Nous sommes toujours avec Anne Levade, constitutionnaliste, et nous évoquons les 6 dissolutions pour ce numéro spécial d'enquête de politique à 2 semaines des législatives, avec les archives sonores de Franck Olivard, la réalisation de Christophe Imbert et la programmation musicale Thierry Dupin, à la technique aujourd'hui Mélissa Étroit. Nous en sommes à 1968 maintenant, 2e dissolution, après la crise de mai bien sûr, le général de Gaulle, encore lui, dissous. Je vous propose d'écouter De Gaulle et puis le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chaban-Delmas. Cette crise devait amener la perspective pour le pays de voir la République tomber, son président s'en aller, et un pouvoir qui ne procédait pas de l'Assemblée nationale. Et puis il se trouve que de toute manière, il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Alors j'ai commencé par là. La séance est ouverte.
J'ai reçu de Monsieur le Président de la République la lettre suivante. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous informer qu'en vertu de l'article 12 de la Constitution, et après avoir procédé aux consultations prévues par cet article, j'ai prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale. Veuillez croire, Monsieur le Président, etc. Signé Charles de Gaulle. La séance est levée. Anne Levade, la dissolution de 68, c'est une dissolution de sortie de crise et de légitimation. Oui, alors on n'est pas du tout dans la même configuration qu'en 1962, puisqu'en 1968, il y a évidemment les événements de mai 68, et que De Gaulle va chercher à utiliser la dissolution, j'allais dire, presque de manière déconnectée avec le Parlement, puisque là, l'idée, c'est véritablement de demander aux Français si, oui ou non, ils souhaitent un retour à la politique qui est la sienne, c'est-à-dire à la politique incarnée par le général de Gaulle et qui a été contestée dans la rue pendant les événements de mai 68. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce que l'on vient d'entendre, c'est un message du général de Gaulle dont il demande au président de l'Assemblée nationale de donner lecture aux parlementaires. Donc on voit bien qu'il y a cette idée que, oui, pourquoi en réalité, c'est pas directement lui alors ? Alors, parce que évidemment, il va prendre un décret, puisque c'est le président de la République qui décrète la dissolution. Il s'adresse pas, comme il le fait souvent, aux Français. Parce que il s'agit aussi de faire passer aux parlementaires, et en particulier en l'espèce aux députés, le message que cette dissolution, elle n'est pas contre eux. Cette dissolution, elle est avec eux pour en sortir, si j'ose dire, ensemble renforcés de ce vote populaire qu'il espère bien remporter. Oui, parce que là, c'était pas le régime des partis qui était en cause, c'était la rue et peut-être quelque chose de séditieux. Donc c'était la question de savoir si la société était en train de se retourner et si effectivement il y avait encore les conditions pour que le pays soit gouverné par une majorité cohérente avec le général de Gaulle comme chef de l'État. Alors c'est une vague bleue, les résultats des législatives sont très bons pour les gaullistes, à Nevade. Double vague bleue même, parce qu'on a un taux d'abstention extrêmement faible, à peine 20%. Les Français se mobilisent là très clairement au soutien du général de Gaulle, avec, qui plus est, une majorité absolument écrasante. 20% d'abstention, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, effectivement, ça fait rêver aujourd'hui. Le peuple, les Français du métro, à 5h du soir, comme disait Malraux, ceux qui bossent, qui ne manifestent pas, sont allés voter en masse. Dire de notre réalisateur Christophe Imbert, la semaine dernière, on avait diffusé Sardou, cette semaine Sheila, nous sommes un îlot sur France Inter. En quête de politique, Thomas Legrand. Nous sommes toujours avec Anne Levade, constitutionnaliste et professeure à Paris 1, la Sorbonne. Il faut qu'on avance. 1981, troisième dissolution, et une dissolution d'adaptation. François Mitterrand, candidat socialiste à la présidentielle, annonce en février 1981 son intention de dissoudre l'Assemblée s'il est élu en mai. Si je suis élu, cela signifiera qu'un rassemblement populaire s'est fait sur mon nom et sur les idées et le projet que je propose. Pourquoi voulez-vous, après 3 ans et demi de législature, ce sera le terme à ce moment-là, que je confie le soin à un Parlement de droite d'interpréter ce mouvement populaire? François Mitterrand est élu, donc le 10 mai 1981, donc logiquement, dissolution. Bonjour. 10 octobre 1962, 30 mai 1968, 22 mai 1980. Pour la 3e fois depuis la création de la Ve République, l'Assemblée nationale a été dissoute à l'initiative de François Mitterrand, président de la République. Celui-ci a reçu dans la matinée les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ainsi que le Premier ministre avant d'annoncer sa décision. Anne Levade, là, c'est une dissolution quasiment technique, logique. Alors, c'est une dissolution qui est logique sur un plan politique, mais en même temps, en 1981, c'est une première, ou en tout cas une manière différente d'utiliser la dissolution, puisque on vient de vivre l'alternance. François Mitterrand vient d'être élu président de la République. La gauche, donc, l'emporte pour la première fois sous la Ve République. On se souvient que 3 ans auparavant, en 1978, il y avait eu des élections législatives et que Valéry Giscard d'Estaing avait dû beaucoup s'engager dans la campagne, puisque beaucoup pensaient que la gauche allait déjà
déjà remporté ces élections législatives. Et donc François Mitterrand, tout juste élu président de la République, estime, et c'est bien logique, qu'il n'a pas de raison de gouverner avec une assemblée qui lui est hostile pendant 2 ans. Il l'annonce dès la campagne en disant: si je gagne cette élection présidentielle, je la gagne sur un programme, et donc ce programme, il faudra le mettre en œuvre, parce que il faut pas oublier qu'évidemment, quand on a une assemblée nationale d'une couleur politique, il faut que le gouvernement soit de la même couleur politique, et donc c'est la raison pour laquelle il dit que, élu président de la République, il prononcera une dissolution. Donc dissolution, élection législative, vague rose, les socialistes à eux tout seuls, sans les communistes, ont la majorité absolue. Et puis en 1986, nouvelle élection législative, cette fois-ci à la proportionnelle. Les socialistes perdent la majorité. Il y a la première cohabitation. On parlera la semaine prochaine de ce phénomène de cohabitation qu'on pourrait revivre peut-être dans quelques semaines. Première cohabitation. Et en 1988, le président Mitterrand se représente. On sort donc de la cohabitation 86-88 et François Mitterrand est réélu sur le thème de la Francini. L'Assemblée nationale, élue en 1986, donc à la proportionnelle, avait une majorité de droite. Elle était encore en place jusqu'en, théoriquement, 1991. Mais encore une fois, François Mitterrand procède à cette dissolution dont vous nous avez parlé, une dissolution d'adaptation. Je constate, pour le déplorer, que l'ouverture que j'appelle de mes vœux n'a pu se réaliser jusqu'ici aussi largement que je l'avais souhaité. J'ai donc le devoir d'en tirer les conséquences, conformément à l'article 12 de la Constitution. Et après avoir procédé aux consultations qu'il prévoit, j'ai signé le décret prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors là, nous avons un contexte particulier, Anne Levade, parce que l'Assemblée élue après cette dissolution, lors des législatives de 1988, ne donne qu'une majorité relative à Michel Rocard, le Premier ministre. Une majorité relative, il lui manque quelques voix, Anne Levade. Effectivement, c'est l'occasion de voir d'abord que des contextes qui semblent analogues, 80 et 88, au moment où le même président de la République d'ailleurs décide de dissoudre, ne provoquent pas des effets identiques. 80, vague rose, majorité absolue pour le Parti socialiste seul. 88, majorité relative. Alors que le président avait été mieux élu qu'en 81. Absolument. Mais entre-temps, était survenue cette période de cohabitation dont beaucoup disaient que la Ve République n'y survivrait pas, mais qui était quand même une période pendant laquelle on ne savait pas bien comment le rapport de force allait s'établir entre le Parlement, l'exécutif, et au sein de l'exécutif, le Premier ministre et le président de la République. Et ce qui est particulier aussi en 1988, c'est que on l'a entendu d'ailleurs dans l'extrait que vous venez de diffuser de François Mitterrand. Finalement, François Mitterrand fait comme si il avait tenté, en nommant Michel Rocard, avant même de s'engager vers une dissolution, de trouver à l'Assemblée le moyen de gouverner avec cette majorité parlementaire. Alors que bien évidemment, c'est impossible, parce que quand bien même en 1986, elle avait été élue à la représentation proportionnelle, donc ça avait diminué, si j'ose dire, le poids qu'on trouve avec le système de scrutin majoritaire de la droite, mais il n'en demeure pas moins que c'était évidemment une assemblée qui était très majoritairement à droite. Donc il y a une part de jeu. Il a fait un peu de théâtre. Voilà. C'était pour montrer qu'il était dans un état d'esprit d'ouverture, qu'il a dit j'ai bien essayé, mais j'ai pas réussi. Voilà. Il fait de la politique arrimée à une procédure institutionnelle et il dit je suis contraint de dissoudre, ce qui n'est pas la même chose qu'en 1981 où, si j'ose dire sabre au clair, il dit j'ai gagné, je dissous, parce que c'est la logique même du système. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. 1997 maintenant. La boulette, la dissolution ratée. Alors avant de parler de 97, on va aller en 1996. Écoutez ce que disait le 14 juillet 1996 lors de la traditionnelle allocution du président de la République à ce moment-là, Jacques Chirac, du concept de dissolution. Il se présente en bon gaulliste. La dissolution, c'est pas pour n'importe quoi. Il faut avoir des principes si l'on veut gouverner sainement une démocratie. La dissolution n'a jamais été faite dans notre Constitution pour la convenance du président de la République. Elle a été faite pour trancher une crise politique. Il n'y a pas aujourd'hui, il n'y avait pas au lendemain de mon élection, une crise politique.
Donc la dissolution aurait été, permettez-moi le terme, une sorte de combine, en tous les cas tout à fait contraire à l'esprit de nos institutions. Je suis respectueux de nos institutions. Donc on rappelle d'abord le contexte à Nevada. Jacques Chirac a été élu président en 1995. Pendant 2 ans, son premier ministre Alain Juppé se démène dans un contexte de grève terrible. La rue conteste le plan de réforme de la Sécu, le fameux plan Juppé en 1995. En 1997, on est toujours dans une situation de grève, une situation de crise. Oui, mais dans le contexte que vous avez rappelé, il y a un autre paramètre qui, lui, est strictement politique. C'est que quand Jacques Chirac est élu en 1995 président de la République, il est élu au terme d'une campagne difficile, qui l'a vu affronter, entre autres, au premier tour, Édouard Balladur, Premier ministre sortant d'une deuxième cohabitation, et qui, Premier ministre sortant d'une deuxième cohabitation, avait donc eu, en 1993, lors des élections législatives précédentes, une majorité à la Chambre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 1995, Jacques Chirac, pour remporter l'élection, va mettre dans la balance des assurances données à la majorité parlementaire qui est plutôt balladurienne, de ce que, élu président de la République, il ne dissoudra pas l'Assemblée nationale pour s'assurer pendant 5 ans une majorité à la Chambre. Il n'en a pas besoin, dit-il, puisque la majorité est à droite, certes, plutôt balladurienne, alors que, évidemment, il préférait une majorité chiracienne. Donc mais plutôt, disons, libérale, alors que Jacques Chirac, lui, en 95, avait fait une campagne de gaullisme social. On se souvient de la fracture sociale. Et donc, en réalité, il fait un pari sur une forme de reconfiguration de cette majorité. Vous l'avez rappelé, 95-97, c'est une période de crise dans la rue, mais le fait est aussi que, malgré tout, cette majorité plutôt proche de Balladur à la Chambre n'a jamais été un soutien absolument, inconditionnel et solide à Jacques Chirac. C'est-à-dire que c'est quand même une majorité qui, fût-elle de droite, est difficile à manipuler. Et donc, en 1997, voyant par ailleurs que les sondages sont de moins en moins bons, mais ça, c'est ce que voient tous les présidents de la République au fur et à mesure que leur mandat progresse une fois qu'ils ont été élus, eh bien, il décide finalement de dissoudre, pensant que, peut-être, les résultats seront moins mauvais, sans doute il espère bien meilleurs, que ce que l'on lui pronostique pour 1998, c'est quand même assez, qui est l'échéance suivante. Voilà, c'est quand même assez politique et c'est quand même en contradiction avec ce qu'on avait entendu de Jacques Chirac en 1996. Il faut vraiment qu'on soit dans une crise, la République en danger pour dissoudre. Oui, c'est évidemment en contraction. En 96, il est... Non, je pense que en 96, il y a des sujets sur lesquels Jacques Chirac s'est contredit beaucoup plus frontalement. Je pense par exemple le quinquennat. Mais je pense qu'en 1900... jour on fera le chiracisme et on en fera la liste. Je pense qu'en 1996, il est encore dans la logique de vouloir convaincre les députés de droite qu'il n'a pas besoin de prononcer la dissolution, mais qu'il a besoin en revanche qu'ils le soutiennent sur ces réformes. Alors on écoute son argument en 1997 pour dissoudre. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, j'ai acquis la conviction qu'il faut redonner la parole à notre peuple afin qu'il se prononce clairement sur l'ampleur et sur le rythme des changements à conduire pendant les 5 prochaines années. Pour réussir, la France a besoin d'un nouvel élan. Cet élan ne peut être donné que par l'adhésion clairement exprimée du peuple français. Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, je vous demande de donner à la France une majorité qui aura la force et la durée nécessaires pour relever les défis d'aujourd'hui. Nous sommes à moins de 1000 jours de l'an 2000. Je veux que nous exprimions sans tarder notre volonté commune d'entrer dans le 3e millénaire avec confiance et avec enthousiasme. Voilà, Jacques Chirac en 1997, c'est la date de naissance de Mélissa Etroy qui est aux manettes avec nous aujourd'hui. Est-ce que on a tort de dire que c'est une dissolution de confort ? C'est comme ça qu'on appelle cette dissolution maintenant. Il est convenu de dire que c'est une dissolution de confort. Alors, j'allais dire beaucoup plus fréquemment et brutalement, on dit surtout que c'est une dissolution ratée, puisque le résultat n'a clairement pas été celui voulu par l'auteur de la dissolution. Pour l'instant. Voilà.
Dissolution de confort, à l'époque, parmi ceux qui essayaient d'expliquer le choix fait par Jacques Chirac, beaucoup évoquaient l'exemple britannique, puisque les Anglais avaient l'habitude, dans cette période des années 70, 80, 90, d'être souvent un an en avance par rapport au terme normal du mandat des députés à la Chambre des communes. Oui, ils font un reset. Voilà, c'est-à-dire que, observant les sondages, ils avaient pris l'habitude, c'est pour ça que certains ont parlé d'une dissolution à l'anglaise, ils avaient pris l'habitude de dissoudre au moment qui semblait le plus judicieux sur le plan des sondages. Alors oui, c'est effectivement du confort ou une tentative de transposition en France de la méthode anglaise. De toute façon, c'était un confort pour peu de temps, puisque en réalité, c'était en 1998, donc un an plus tard, qu'auraient dû survenir les élections législatives. Et en réalité, sans doute, ce qui a achevé de convaincre le président de la République en 97 de tenter cette dissolution, c'est que on était 2 ans après le début d'un mandat qui était encore un septennat, et que comme le mandat des députés est un mandat de 5 ans, eh bien, ça lui assurait la même assemblée. Pour sa malchance, ça n'a pas été la bonne, mais la même assemblée jusqu'à la fin de son mandat présidentiel. France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand. Nous sommes toujours avec Anne Levade pour parler de l'histoire des dissolutions. Il y en a eu 6 depuis le début de la Ve République. Et puis 2024, nous y sommes. 6e dissolution. Aujourd'hui, les défis qui se présentent à nous, qu'il s'agisse des dangers extérieurs, du dérèglement climatique et de ses conséquences, ou des menaces à notre propre cohésion, ces défis exigent la clarté dans nos débats, l'ambition pour le pays, et le respect pour chaque Français. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Alors cette dissolution, Anne Levade, pose beaucoup de questions aux observateurs, même aux proches du président de la République. On a parlé de la dissolution ratée de Jacques Chirac au moment où les sondages étaient pas trop mauvais. Là, c'est une dissolution très spécifique au lendemain d'un vote. Alors là, très très mauvais pour la majorité. Donc on a l'impression que le contexte est vraiment dramatique pour la majorité. Et l'opportunité politique paraît étrange. Le président dissout. Et c'est la première dissolution sous un quinquennat aussi. Il faudra voir cette question-là parce que il va y avoir un déphasage entre les 2 mandats égaux, 5 ans, président et législatif, qui étaient faits pour se suivre, c'est la fameuse inversion du calendrier, pour se suivre de quelques semaines. Donc Anne Levade, comment vous jugez en tant que constitutionnaliste cette dissolution-là? Comment vous la qualifiez d'abord ? Alors, je ne sais pas s'il est possible de la qualifier, et je pense que le tort que l'on a, surtout à chaud, c'est de chercher toujours à faire entrer un événement, et en l'occurrence une dissolution, dans une typologie. On vient d'évoquer les 5 dissolutions précédentes, et on voit bien que les dissolutions, d'abord, il y en a très peu, sur les 65 ans qu'a duré désormais la Ve République. Elles correspondent chacune à des moments particuliers, et surtout à des moments, c'est ça finalement leur point commun, à des moments que le président de la République, puisque c'est lui qui en décide, considère comme étant des moments de crise qu'il ne peut pas surmonter autrement qu'en en appelant au peuple. Il faut dénouer quelque chose. Voilà, c'est-à-dire que après on peut porter l'appréciation, le jugement politique que l'on veut ou le jugement institutionnel, mais ce qui est intéressant dans la logique même de la dissolution telle qu'elle est prévue à l'article 12, c'est que on donne au président de la République toute liberté d'apprécier des circonstances et de considérer que à l'instant T, il n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions ou, d'ailleurs, il n'est plus en mesure de garantir que le régime fonctionne de manière correcte sans en appeler directement aux électeurs et au peuple. Alors évidemment, quand on regarde, j'allais dire de manière plus précise, la dissolution du 9 juin 2024, on s'aperçoit qu'elle est très différente des précédentes. Alors elle est très différente d'abord, première raison, parce que elle est annoncée en réplique ou comme en réplique à des élections européennes. On n'avait jamais vu ça.
des élections intermédiaires mauvaises pour l'exécutif en place. On en a vu à plusieurs reprises. Les élections européennes, on nous dit toujours c'est pas une élection nationale, c'est une élection européenne. Bref, je n'argumente pas. Donc première surprise. Deuxième surprise, ou deuxième caractéristique, mais en fait les européennes cachent un peu, les résultats des européennes cachent un peu cet élément-là, c'est une dissolution en réaction surtout à une Assemblée nationale qui, jusqu'au 9 juin, se caractérisait par une majorité relative. Alors certes, on a déjà connu un schéma de majorité relative, mais c'est aussi une majorité relative un peu particulière, puisque certes, le président de la République peut compter avec son chef du gouvernement sur un parti qui a la majorité relative, mais de l'autre côté, les oppositions sont elles-mêmes extrêmement fragmentées, avec des oppositions très fortes entre une aile droite et une aile gauche, et donc la très grande difficulté, on l'a vu, pour l'exécutif aujourd'hui, d'arriver même au texte par texte à créer une coalition ou un accord. Il y avait une perspective d'encore 3 budgets à faire passer par le 49.3 et sans vote, c'est quand même démocratiquement problématique. Absolument, et d'ailleurs le président de la République, dans l'adresse aux Français par laquelle il annonce cette dissolution, évoque le désordre au sein de l'Assemblée et il utilise bien l'idée que c'est l'avenir parlementaire qui va se jouer ou pour lequel il demande aux Français de se prononcer. Mais alors, Anne Levade, on a quand même quelques petites questions constitutionnelles. D'abord, la question du délai. On sait qu'à partir du moment où le décret de dissolution est signé, les élections doivent avoir lieu entre 20 et 40 jours. Et là, il y a une question de délai avec les inscriptions. Est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce qu'on a un problème de délai ? Première chose, la Constitution dit que, après une dissolution, des élections législatives sont organisées dans un délai au moins de 20 jours, au plus de 40 jours. C'est un point très important parce que l'article 12 garantit ainsi que le président ne peut pas dissoudre et se passer d'assemblée parce que finalement ça l'ennuierait d'avoir un parlement à côté de lui. Donc c'est une contrainte. On veut empêcher par ce délai prévu par la Constitution que le président en profite pour établir un pouvoir personnel. Ça serait trop facile de dire on votera après l'été et voilà. Moyennant quoi, ce calendrier très resserré, il conduit le président de la République à décider de la date des élections législatives. Alors, si on prend les différentes dissolutions qui ont eu lieu, en moyenne, 68, 81, 82, on est entre 22 et 23 jours. Pourquoi on est entre 22 et 23 jours ? Parce que le président de la République n'a pas annoncé qu'il prononçait la dissolution un dimanche. On sait qu'en France, le dimanche, c'est jour électoral. Mais il a annoncé qu'il prononçait la dissolution soit un jeudi, soit un vendredi, ce qui mécaniquement rajoute 2-3 jours dans le calendrier. Seul Jacques Chirac, en 1997, prend un peu plus de temps, mais parce que il a décidé de dissoudre, alors qu'il n'y a pas un événement qui, en quelque sorte, provoque cette dissolution. Maintenant, le code électoral, qui fixe pour les temps ordinaires, or la dissolution ne correspond pas à un temps ordinaire, les délais d'organisation d'une campagne législative fixe effectivement des règles au plus long cours, parce que normalement une élection législative, elle survient 5 ans après le début du mandat des parlementaires élus à l'occasion de la précédente élection législative. Et donc certains contestent le fait que c'est en 20 jours, alors que le code électoral prévoit par exemple le dépôt des candidatures le 4e vendredi précédent le premier tour, c'est en 20 jours qu'il faudra tout organiser. Le Conseil a déjà eu à se prononcer sur ces questions-là. Il l'a fait en 1981, il l'a fait en 1988 à l'occasion de la dissolution, et dans les deux cas, ce que prévoit la Constitution l'emporte sur ce que prévoit le code électoral et ses dispositions législatives. Donc c'est complexe, mais vous nous dites qu'il n'y a pas de problème de délai et que cette décision ne sera pas annulée par le Conseil constitutionnel. Encore une petite question ou deux sur les conséquences de la dissolution. Est-ce que le président est contraint par les résultats pour choisir son Premier ministre? Est-ce que s'il y a une majorité relative, par exemple pour le RN, ce que les sondages commencent à donner comme tout à fait possible ou probable, est-ce qu'il doit choisir forcément ou proposer forcément à ce parti-là de proposer un nom de Premier ministre, ou est-ce qu'il peut essayer de composer une majorité un peu hétéroclite mais différente? Alors, deux niveaux de réponse. Le niveau juridique. Première chose, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Et là encore, c'est un pouvoir propre. Il choisit qui il veut, en tenant compte bien sûr d'éléments de contexte politique. Deuxième élément, il ne peut pas prononcer une nouvelle dissolution avant un an. Avant un an.
Bon. Donc ça veut dire qu'il faut trouver une solution avec la configuration de l'Assemblée issue des élections législatives. Ça veut dire que ce Premier ministre doit pouvoir dire qu'il a une majorité et vérifier qu'il a une majorité. Il doit pouvoir avoir une majorité, voilà. Exactement. Alors, si un parti a la majorité absolue à l'Assemblée nationale à l'issue de ces élections législatives, le président n'a plus le choix. Si en revanche c'est une majorité relative, effectivement de deux choses l'une, soit c'est au terme d'échange celui qui est proposé par le parti arrivé en tête, tout dépend aussi de combien, si j'ose dire, cette majorité est relative, soit on arrive à constituer une coalition entre les formations qui sont minoritaires, mais qui ne veulent pas que ce soit le parti de majorité relative qui soit au gouvernement. Encore faut-il que cette coalition, elle soit stable, durable et qu'elle corresponde à un programme déterminé et que donc elle soit en mesure, sans que ça conduise à un renversement du gouvernement à répétition, à permettre que le pays soit gouverné. Voilà, beaucoup de points d'interrogation encore. Merci Anne Levade de nous avoir éclairés. On avait besoin d'une constitutionnaliste pour nous éclairer parce que la Constitution française est assez compliquée quand même. Donc merci beaucoup Anne Levade. Merci. Vous pouvez retrouver tous les numéros d'Enquête de politique en podcast sur l'appli Radio France ou sur franceinter.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission spéciale législative. Nous ferons un historique des 3 cohabitations passées. On va faire du cohabitationnisme parce que cette situation pourrait bien se reproduire. Pas sûr d'ailleurs, si c'est le cas, que cela se passe dans la même atmosphère qu'en 1986, 93 ou 97. Ça sera, si la majorité change de camp, la première cohabitation pendant un quinquennat et on verra que ce n'est peut-être pas anodin. Donc rendez-vous samedi prochain à 18h10 et d'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.